Alors maintenant, deuxième question, il faut montrer que si lambda est une valeur propre de m différente de 1, parce qu'on a déjà montré que 1 est valeur propre de m, bah alors nécessairement la valeur absolue de lambda est inférieure ou égale à 1. Alors là, la technique qu'on va utiliser, elle est très classique, il faut vraiment la connaître. C'est une technique qui revient assez souvent, notamment avec les matrices à diagonale dominante, qu'on a retrouvé notamment à l'ESSEC en 2009, en maths 1. On était face à une matrice diagonale strictement dominante. C'est la même technique. Alors déjà, première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre lambda, donc une valeur propre de m, et on va prendre x, un vecteur propre associé à lambda, avec x, voilà, qui est x1, etc., jusqu'à xn. Et là, ce qu'on va faire, comme on nous demande la valeur absolue de lambda, et ben nous, on va s'intéresser aux valeurs propres de x1, de x2, etc. jusqu'à xn. Et on va même a fortiori s'intéresser au maximum des valeurs absolues de x1, de x2, etc. jusqu'à xn. Voilà, comme ceci. Alors, je peux comprendre que ça ne fasse pas directement sens. Vous allez voir, le sens va arriver. On va comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça après dans la résolution de l'exercice. Dites-vous que c'est une méthode classique. Il faut connaître les démarches, ok ? Alors, je vais expliquer quand même là ce qu'on est en train de faire. Là, le xi0 en valeur absolue, on dit que c'est le max de valeur absolue de x1, valeur absolue de x2, etc. jusqu'à la valeur absolue de xn. C'est-à-dire que x là, c'est x1, x2, etc. jusqu'à xn. Si on passe toutes ces coordonnées en valeur absolue, on va voir valeur absolue de x1, valeur absolue de x2, etc. jusqu'à valeur absolue de xn. Ce qui est juste là, valeur absolue de x1, valeur absolue de x2, etc. jusqu'à valeur absolue de xn. Et là, ce qu'on dit, c'est nécessairement, parmi ces valeurs absolues, il y en a nécessairement une de ces valeurs qui est le max. C'est le max. Nécessairement, il existe parmi là tous ces coefficients, il y en a un qui est le plus grand, quoi. Et on décide cet élément le plus grand en valeur absolue, ok, de lui donner un nom et on dit que c'est x i0. C'est-à-dire qu'en fait, à la i0e ligne, ok, à la i0e ligne, il y a ce coefficient là, ok, qui est en fait en valeur absolue le maximum là de toutes les valeurs absolues x de x1, de x2 jusqu'à xn. Alors me direz-vous à quoi bon poser ça? À quoi est-ce que ça va bien pouvoir nous servir? Regardez un petit peu. Alors déjà, on a cette égalité-là, ça c'est absolument certain, parce qu'on a m fois x est égal à lambda fois x. C'est la définition même du fait que lambda est valeur propre de m et que x est un vecteur propre associé à lambda. Ok, x, bien sûr, il est non nul, très important. Et là, ce qui va nous intéresser, ça va justement être qu'est-ce qui se passe à la i0e ligne, à la ligne numérotée i0, si vous préférez. Parce que alors là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'égalité qui est ici, en réalité, on peut la réécrire sous la forme d'un système. Vous êtes d'accord avec moi là? Parce que toute l'égalité qui est juste ici, en réalité, c'est quoi? C'est tout ce truc-là multiplié par tout ce truc-là, ça va vous donner lambda fois x1. Toute cette ligne multipliée par tout ça, ça va vous donner lambda fois x2, etc. jusqu'à toute cette ligne multipliée par ça, ça fait lambda fois xn. Et ça, bien sûr, c'est vrai pour toutes les lignes. On peut d'ailleurs l'écrire, ce système. Voilà, écrit sous une forme de système, ça donne ça. C'est-à-dire que m11 fois x1 plus m12 fois x2, etc. plus m1n fois xn, ça fait lambda fois x1, ok, etc. Et ça, c'est vrai pour toutes les lignes. Là, j'ai simplement écrit exactement ce qu'on avait tout à l'heure sous une forme matricielle. J'ai simplement écrit sous la forme d'un système. Et alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe à la ligne numérotée I0? On va aller la chercher, cette ligne I0. Elle est là, quelque part dans les pointillés. On va l'extraire et on va voir ce que c'est que cette ligne I0. Et en fait, c'est exactement la même logique que pour toutes les lignes. C'est simplement que là, l'indice qui va être ici, nécessairement, ça va être I0. Et l'indice qui va être ici, ça va aussi être I0. Sinon, ça ne change pas. C'est pareil pour toutes les lignes. Ok? Et donc voilà, à la ligne I0 donc du système précédent, on a nécessairement l'égalité qui est juste ici. C'est-à-dire m I01 fois x1 plus m I02 fois x2 plus etc. plus m I0n fois xn est égal à lambda fois x I0. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est plutôt que d'écrire en extension, c'est-à-dire avec des pointillés, là l'écriture qui est là, on peut l'écrire en compréhension avec un symbole sigma, ce sera plus lisible. Et on arrive à ce résultat-là, c'est-à-dire que la somme des mi0j fois xj pour j se baladant entre 1 et n
Alors là, vous voyez que le J, hein, qu'est-ce que c'est? C'est l'indice des colonnes, hein, c'est que l'indice des colonnes qui bouge là, nécessairement. Là, dans le MI0J, bah, le I0, c'est l'indice de la ligne, on est sur la ligne I0, et c'est bien l'indice des colonnes J qui bouge, et là, XJ, c'est tout à fait logique, c'est le J qui est là, il bouge bien entre 1 et N. Bon, et de l'autre côté, bah, on a bien lambda fois XI0, tout simplement. Et à partir de l'égalité qui est juste là, et en utilisant la propriété juste ici sur xi0, voilà, c'est-à-dire que xi0 en valeur absolue, c'est le max de toutes les valeurs absolues des xi, ok? Et ben on va pouvoir arriver au résultat qui est juste là, vous allez voir. Voilà, alors déjà j'ai recopié l'égalité de tout à l'heure. La seule chose que j'ai faite, c'est juste que j'ai changé de place. Voilà, le lambda xi0 plutôt qu'il soit à droite de l'égalité, je l'ai placé à gauche et vice versa. Et là, comme on a égalité entre ça et ça, ce qu'on va faire, comme on nous demande, enfin on nous pose une question sur la valeur absolue de lambda, ben on a très envie de faire quoi? On a très envie de passer à la valeur absolue là de tout ce qui est ici. Ben, c'est ce qu'on va faire. Donc nécessairement, on a cette égalité-là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, à gauche, vous voyez que vous avez un produit de deux nombres, ok, de deux nombres réels en valeur absolue. Et la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Donc déjà, ça, on peut le transformer comme ça. Et c'est plutôt pas mal parce que là, on est en train de faire apparaître du coup la valeur absolue de lambda. C'est ça qu'on veut justement. Mais alors, dans ce qu'on nous demande, on nous demande une inégalité. On se demande, mais attends, là, on a une égalité simplement. Comment est-ce qu'on peut faire surgir, faire naître, j'allais dire, une inégalité? Ah, comment est-ce qu'on va faire ça? Et bien là, il faut quand même le voir. Vous avez la valeur absolue d'une somme. La valeur absolue d'une somme. Et ça, qu'est-ce que c'est? À quoi ça fait penser? À l'inégalité triangulaire, nécessairement. Vous savez que la valeur absolue de tout ce qui est là, c'est nécessairement inférieur ou égal à la somme de la valeur absolue des coefficients là, de votre somme. Voilà, vous avez ça par inégalité triangulaire. Hein. Pour passer de là à là, c'est l'inégalité triangulaire que vous utilisez. Alors là, maintenant, déjà, on a fait naître une égalité, ce qui est plutôt pas mal, c'est ce qu'on nous demande. Alors là, on se retrouve avec la somme là, de tous les coefficients qui sont ici. Et là, qu'est-ce qu'on remarque à l'intérieur de la somme? C'est que vous avez la valeur absolue d'un produit de réel. Sauf que la valeur absolue d'un produit, exactement comme pour là-bas, c'est le produit des valeurs absolues. Donc, vous pouvez rajouter les valeurs absolues qui sont ici. Sauf que là, on s'aperçoit d'une chose tout de même très intéressante, c'est que juste là, vous avez la valeur absolue de xj, pour j allant de 1 jusqu'à n. Sauf que vous savez que pour tout j qui appartient à un n, eh ben, xj en valeur absolue, il est nécessairement inférieur ou égal à la valeur absolue de xi0. Bah oui, pourquoi? Parce que xi0 en valeur absolue, c'est justement le max là de toutes les valeurs absolues des xi. Donc ça veut dire que nécessairement, là, toutes les valeurs absolues des xi, là, qui sont juste ici, hein, c'est les mêmes, ok? Bah nécessairement, ce truc-là, c'est forcément inférieur ou égal à la valeur absolue de xi0, nécessairement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que tout ça, là, en fait, c'est inférieur ou égal à tout ça, mais multiplié par la valeur absolue de xi0. Voilà, on a ce résultat-là, et ça, c'est par définition même de xi0, de ce qu'est xi0 en valeur absolue. Mais ce truc-là est nécessairement plus grand que la valeur absolue de xj. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que le xi0 qui est ici en valeur absolue, il ne dépend plus du compteur qui est juste là, qui était j, donc c'est-à-dire que lui, on peut le faire passer devant, on peut factoriser par la valeur absolue de xi0. Et on a donc ça, c'est-à-dire que là, d'abord, on a la valeur absolue de xi0 multipliée par tout ce qui est là. Sauf que là, on reconnaît quand même quelque chose de très intéressant. C'est que là, qu'est-ce qu'on a? On a en fait la somme de la valeur absolue des coefficients de m sur sa ligne numérotée I0. Là, c'est vraiment ça ce qu'on a. Hein. Vous êtes sur la ligne I0, ok, et vous faites la somme de tous les termes sur cette ligne-là en valeur absolue. Sauf que quoi? Mais vous savez que les coefficients de m, ils sont tous positifs ou nuls. Donc en fait, la valeur absolue là des m I0j, en fait, c'est la même chose que ça, tout simplement parce que tous les coefficients là sont positifs ou nuls. Donc vous avez ça. Et donc ça, vous savez que ça fait combien ce truc-là? Nécessairement, d'après la définition même d'une matrice stochastique, puisque M est stochastique, ça fait tout simplement 1. Ça fait tout simplement 1. C'est juste que vous êtes à la ligne numérotée I0. C'est quand I, ici, vous voyez, prend la valeur I0. I0 qui appartient bien à 1n, donc il n'y a pas de problème. Ce truc-là, ça vaut 1. Voilà, vous avez ce résultat-là.
Et donc, qu'est-ce que vous avez in fine? Bah là, ce que vous venez de montrer, c'est que nécessairement, la valeur absolue de lambda fois la valeur absolue de xi0, c'est toujours inférieur ou égal à la valeur absolue de xi0. Ah, c'est quand même pas mal ça. Alors, on va le réécrire. Et voilà, on a ce résultat-là. Et là, on y est presque. On y est presque parce que là, qu'est-ce qu'on a très envie de faire? On a très envie de diviser à gauche et à droite par la valeur absolue de xi0. Là, ça va faire 1 et de l'autre côté, on va avoir valeur absolue de lambda et c'est bon. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut vérifier nécessairement? Il faut vérifier que la valeur absolue de xi0 est différente de 0, nécessairement, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Vous êtes d'accord avec moi? Ça c'est pas possible. On ne peut pas diviser par 0. Ça d'ailleurs, au passage, warning, lorsque vous divisez par un nombre dont vous ne connaissez pas la valeur précise, il faut toujours faire super attention et dire c'est différent de 0 et peut-être le prouver. Okay? Là, ce n'est pas forcément évident que la valeur absolue de xi0 est différente de 0. Il faut le justifier, ça. Pourquoi est-ce que xi0, en tout cas en valeur absolue, est différent de 0? Alors déjà, si xi0 en valeur absolue est différent de 0, c'est-à-dire que xi0 est différent de 0. Mais alors pourquoi? Regardons un petit peu. xi0, qu'est-ce que c'est? C'est le max là de toutes les valeurs absolues qui sont ici. C'est-à-dire en fait le max là, de toutes les coordonnées en valeur absolue de x. Si xi0 en valeur absolue était égal à 0, ça voudrait dire nécessairement qu'en fait, toutes les coordonnées là qui sont ici en valeur absolue de x, du coup, seraient elles aussi égales à 0. Nécessairement. Si en valeur absolue xi0 vaut 0, tout ça, ça vaut 0. Et donc, ça veut dire que x, c'est quoi? C'est tout simplement un vecteur colonne, enfin, c'est le vecteur colonne nul, sauf que x, c'est un vecteur propre. Et on sait que x en tant que vecteur propre est différent du vecteur colonne nul. Donc, c'est pas possible que xi0 en valeur absolue soit égal à 0. Alors, pour justifier ça au niveau de la rédaction, on peut raisonner par l'absurde en disant que ceci, c'est-à-dire que si xi0 en valeur absolue est égal à 0, alors nécessairement là, tous les xi qui sont ici en valeur absolue sont égaux à 0, mais en fait, c'est la même chose que de dire que tous les xi sont égaux à 0. Ouais, c'est la même chose que de dire que tous les xi sont égaux à 0. Et donc, nécessairement, x serait égal au vecteur colonne nul. Or, x est un vecteur propre, donc ceci est absurde. Voilà, ce qui est absurde car x est un vecteur propre de M. Et donc, x, nécessairement, est différent du vecteur colonne nul. Voilà, on a ça nécessairement. Donc, ça veut dire que on ne peut pas avoir ça. Ça, ce truc-là, c'est absurde. La valeur absolue de xi0 ne peut pas être égale à 0. Donc, on a tout à fait le droit, dans cette inégalité, de diviser par la valeur absolue de xi0 à gauche et à droite. Et en faisant cela, on arrive au résultat. Au niveau de la rédaction, ça donne ça. Ainsi, xi0 en valeur absolue est différent de 0. On divise à gauche et à droite. Et donc, on a bien le résultat, c'est-à-dire que la valeur absolue de lambda est inférieure ou égal à 1 et ça finit cet exercice.